Paris. L'aube du 20 janvier 1793. Le givre recouvre les pavés de la capitale, mais ce n'est pas le froid qui glace les eaux aujourd'hui, c'est l'attente. Un silence pesant s'est installé sur la ville. Les oiseaux eux-mêmes semblent retenir leur chant. Au cœur de ce calme presque irréel, dans une pièce austère d'une ancienne forteresse templière, un homme se réveille. Il n'est plus roi, plus vraiment père, plus mari, juste un condamné. Il s'appelle Alexandre de Villeroy. Fils d'un duc déchu, il fut jadis conseiller secret de la couronne, proche du roi Charles-Auguste Neuilly, ce roi que le peuple appelle désormais simplement Charles le Traître. Alexandre n'a jamais été un homme ambitieux, mais il a toujours été loyal. Trop peut-être. Assis sur la paillasse humide de sa cellule, il repense aux jours glorieux de Versailles, au jardin chantant, au bal où les chandeliers se reflétaient dans les robes dorées de la noblesse. Tout cela n'est plus qu'un souvenir flou, brisé par les cris de la foule, la clameur de la Révolution, et bientôt, le couperet. Un garde entre sans frapper. L'heure approche, citoyen Villeroy. Il ne répond pas. Ses yeux cherchent la croix qu'on lui a retirée il y a des semaines. Mais dans son cœur, il la tient encore, aussi fermement que la promesse qu'il s'est faite. Mourir debout. Flashback. Le palais des miroirs. 10 ans plus tôt, le château de Versailles brillait encore comme un soleil terrestre. Le roi Charles-Auguste n'était pas aimé, mais on le respectait. Son regard fuyant, son incapacité à décider rapidement, tout cela était connu, mais on lui reconnaissait une certaine droiture morale. C'est Alexandre, discret, qui glissait les conseils au roi, dans l'ombre. « Sire, le peuple murmure, la famine frappe les campagnes, il faut agir. » Encore ces éternels murmures, Villeroy, j'en suis las. Mon grand-père disait, il ne faut jamais céder aux cris d'une foule affamée, elle oubliera sa faim, jamais l'humiliation. Mais ce n'est pas la famine que le peuple oublierait, c'est la monarchie. La reine et les rouges. Alexandre se souvenait encore de la première fois qu'il avait vu Élise d'Autriche, la reine. Son rire cristallin tranchait avec la solennité du palais. Trop vive, trop frivole, trop étrangère. Elle serait la cible parfaite lorsque les temps tourneraient. Les rouges, ces révolutionnaires qui prônaient l'égalité, la justice et la fin des privilèges, avaient commencé à gagner les tavernes, puis les rues, et enfin, l'Assemblée. Quand la Bastille tomba, Alexandre sentit le monde basculer. Le roi restait figé, incapable de voir ce que tous pressentaient, l'ancien monde brûlait. La nuit du serment. Un soir d'hiver, Alexandre rendit visite à Charles-Auguste dans ses appartements privés. Le roi écrivait, seul, à la lueur d'une chandelle. « Alexandre, dit-il sans lever les yeux, que puis-je faire que je n'ai pas encore tenté? Je leur ai tout donné. Une constitution, des réformes. Pourquoi veulent-ils encore ma tête ?» Villeroy s'agenouilla. « Parce que vous êtes le dernier symbole d'un monde qu'ils veulent effacer. Ce n'est pas ce que vous avez fait, Majesté. C'est ce que vous êtes. » Un long silence suivit. Puis Charles-Auguste soupira. « Alors, qu'ils prennent ma tête, mais qu'ils prennent garde à ce qu'ils feront du sang qu'ils verseront. » Retour au présent. Alexandre ferme les yeux. Le garde l'attend toujours. Il se lève lentement. Dans le couloir, d'autres condamnés prient, murmurent, pleurent. Lui, il marche en silence. Chaque pas le rapproche de la fin, mais aussi, peut-être, d'un début. Au sommet de l'escalier en pierre, il aperçoit la lumière blafarde du matin. Une dernière fois, il pense à Élise, à Charles, à ce royaume déchu. Et dans un souffle, il murmure « Que le lys pousse à nouveau, un jour », puis il sort. Paris, automne 1781. Le vent d'octobre emportait les feuilles mortes et les derniers restes de loyauté envers la couronne. Le peuple, éveillé, n'exigeait plus des réformes. Il voulait des têtes. Au cœur du palais des Tuileries, désormais résidence forcée de la famille royale, Élise d'Autriche, la reine déchue, marchait dans ses appartements comme une lionne en cage. Autour d'elle, tout s'effondrait. Le trône, l'honneur, le respect. Mais son esprit, lui, restait en alerte. Contrairement à Charles-Auguste, elle n'avait jamais cru que la tempérance sauverait leur monde. Elle croyait à la stratégie, à l'ombre, et surtout, à la vengeance. Le conseil secret. Dans un couloir dissimulé derrière une tapisserie aux armoiries de Bourbon, une porte étroite s'ouvrit. Alexandre de Villeroy, vêtu d'un manteau sombre, entra sans bruit. « Vous êtes en retard, » dit Élise d'un ton tranchant. « L'Assemblée est en session. Le duc de Marat vient d'appeler à votre procès.
Il ne faudra plus longtemps avant qu'ils n'osent nommer le roi. Élise détourna les yeux. Qu'ils osent. S'ils lèvent la main sur lui, je jure que Paris brûlera. Elle sortit une carte. Dessus, des lignes, des noms, des symboles. Il nous faut agir. Charles n'y croira pas, mais moi, je vois clair. Les rouges se déchirent entre Girondins et Montagnards. C'est notre faille. À Vienne, mon frère attend un signal. Alexandre comprit. Ce n'était plus une reine, c'était une joueuse. Et la partie qu'elle s'apprêtait à lancer coûterait du sang. Beaucoup de sang. L'espionne aux cheveux rouges. Dans les rues de Paris, une jeune femme aux cheveux flamboyants glissait entre les foules. Elle s'appelait Camille Delorme. Républicaine de façade, elle travaillait en secret pour Élise depuis 2 ans. Elle connaissait tous les mots de passe des clubs révolutionnaires, les rendez-vous des Jacobins et même les failles de la garde nationale. Un soir, dans l'arrière-salle d'un cabaret de la rue du Temple, elle écouta une conversation entre 2 députés. Si Charles-Auguste tente encore une fuite, cette fois, il n'y aura pas de procès, juste la guillotine. Tu crois qu'il osera? Non. Mais sa femme, elle, me fait peur. Trop silencieuse, trop belle pour être honnête. Camille quitta les lieux, tremblante. Il était temps. Elle courut jusqu'à une maison abandonnée à Montmartre, où Alexandre l'attendait. Dites-lui que nous devons activer le plan Montmédy. Sinon, il n'y aura bientôt plus de couronne à sauver. La nuit du 20 juin. Et le plan fut lancé. La nuit du 20 juin 1791, alors que Paris dormait sous la brume, une berline noire quitta les Tuileries. À son bord, Charles-Auguste, Élise, leurs 2 enfants, Alexandre et Camille, déguisés en domestiques. Ils devaient rejoindre le général loyaliste Rougemont à Montmédy, près de la frontière autrichienne. Là-bas, des troupes les attendaient. Une nouvelle cour, une contre-offensive et peut-être un retour. Mais le destin, toujours cruel, avait placé un maître de poste du nom de Drouet à Sainte-Ménéhould. Il reconnut le roi sur une pièce de monnaie. L'alerte fut donnée. À Varennes, des soldats bloquèrent le pont. « Je suis Charles-Auguste de France », cria le roi. « Laissez-moi passer au nom de la loi. » « La loi appartient désormais au peuple, » répondit Drouet. « Vous n'êtes plus roi, vous êtes fugitif. » Le retour enchaîné. 2 jours plus tard, la berline revint à Paris. Pas en cortège, en convoi de prisonniers. La foule, d'abord muette, tourna le dos au passage du roi. C'était pire que des cris, c'était le mépris, le désaveu. Dans la cellule où Alexandre se trouvait maintenant, il repensait à cette nuit, à la sueur froide sur la nuque du roi, à la colère glacée dans les yeux d'Élise, et surtout, au regard de Camille. Elle avait versé une larme, une seule, mais elle en disait long. Leur monde était mort cette nuit-là. Dernier serment. Dans le secret d'une crypte, Élise fit promettre à Alexandre. « Si je tombe, vous survivrez, vous raconterez, pas pour moi, pas pour Charles, pour notre fils. Il devra savoir qui étaient ses parents et pourquoi leur monde a été détruit. » Alexandre, pour la première fois, ne répondit pas. Il savait que l'histoire ne serait pas tendre avec eux, que les siècles à venir verraient peut-être en eux des monstres, des traîtres ou des martyrs. Mais il savait aussi que, dans cette révolution, il n'y avait plus de vérité, seulement des récits, des versions, des ruines. Paris, l'aube du 20 janvier 1793. Le givre recouvre les pavés de la capitale, mais ce n'est pas le froid qui glace les eaux aujourd'hui, c'est l'attente. Un silence pesant s'est installé sur la ville. Les oiseaux eux-mêmes semblent retenir leur chant. Au cœur de ce calme presque irréel, dans une pièce austère d'une ancienne forteresse templière, un homme se réveille. Il n'est plus roi, plus vraiment père, plus mari, juste un condamné. Il s'appelle Alexandre de Villeroy. Fils d'un duc déchu, il fut jadis conseiller secret de la couronne, proche du roi Charles-Auguste Neumier, ce roi que le peuple appelle désormais simplement Charles le Traître. Alexandre n'a jamais été un homme ambitieux, mais il a toujours été loyal. Trop peut-être. Assis sur la paillasse humide de sa cellule, il repense aux jours glorieux de Versailles, aux jardins chantants, aux bals où les chandeliers se reflétaient dans les robes dorées de la noblesse. Tout cela n'est plus qu'un souvenir flou, brisé par les cris de la foule, la clameur de la Révolution, et bientôt, le couperet. Un garde entre sans frapper. « L'heure approche, citoyen Villeroy. » Il ne répond pas. Ses yeux cherchent la croix qu'on lui a retirée il y a des semaines. Mais dans son cœur, il la tient encore, aussi fermement que la promesse qu'il s'est faite. Mourir debout. Flashback. Le palais des miroirs. 10 ans plus tôt, le château de Versailles brillait encore comme un soleil terrestre.
Le roi Charles-Auguste n'était pas aimé, mais on le respectait. Son regard fuyant, son incapacité à décider rapidement, tout cela était connu, mais on lui reconnaissait une certaine droiture morale. C'est Alexandre, discret, qui glissait les conseils au roi, dans l'ombre. « Sire, le peuple murmure, la famine frappe les campagnes, il faut agir. » Encore ces éternels murmures, vil roi, j'en suis las. Mon grand-père disait, il ne faut jamais céder aux cris d'une foule affamée, elle oubliera sa faim, jamais l'humiliation. Mais ce n'est pas la famine que le peuple oublierait, c'est la monarchie. La reine et les rouges. Alexandre se souvenait encore de la première fois qu'il avait vu Élise d'Autriche, la reine. Son rire cristallin tranchait avec la solennité du palais. Trop vive, trop frivole, trop étrangère. Elle serait la cible parfaite lorsque les temps tourneraient. Les rouges, ces révolutionnaires qui prônaient l'égalité, la justice et la fin des privilèges, avaient commencé à gagner les tavernes, puis les rues, et enfin, l'Assemblée. Quand la Bastille tomba, Alexandre sentit le monde basculer. Le roi restait figé, incapable de voir ce que tous pressentaient, l'ancien monde brûlait. La nuit du serment. Un soir d'hiver, Alexandre rendit visite à Charles-Auguste dans ses appartements privés. Le roi écrivait, seul, à la lueur d'une chandelle. « Alexandre, dit-il sans lever les yeux, que puis-je faire que je n'ai pas encore tenté? Je leur ai tout donné. Une constitution, des réformes. Pourquoi veulent-ils encore ma tête ?» Villeroi s'agenouilla. « Parce que vous êtes le dernier symbole d'un monde qu'ils veulent effacer. Ce n'est pas ce que vous avez fait, Majesté. C'est ce que vous êtes. » Un long silence suivit. Puis Charles-Auguste soupira. « Alors, qu'ils prennent ma tête, mais qu'ils prennent garde à ce qu'ils feront du sang qu'ils verseront. » Retour au présent. Alexandre ferme les yeux. Le garde l'attend toujours. Il se lève lentement. Dans le couloir, d'autres condamnés prient, murmurent, pleurent. Lui, il marche en silence. Chaque pas le rapproche de la fin, mais aussi, peut-être, d'un début. Au sommet de l'escalier en pierre, il aperçoit la lumière blafarde du matin. Une dernière fois, il pense à Élise, à Charles, à ce royaume déchu. Et dans un souffle, il murmure « Que le lys pousse à nouveau, un jour », puis il sort. 21 janvier 1693. L'aube ne se leva pas sur Paris. Ce fut plutôt une ombre pâle, froide, qui effleura les toits gelés de la ville. La place de la Révolution était noire de monde, mais le silence qui y régnait avait quelque chose d'irréel. On entendait les pas, les halètements dans le froid, les cliquetis des armes, mais aucun cri, aucune clameur. Dans un carrosse aux rideaux fermés, Charles-Auguste de France priait en silence. À ses côtés, l'abbé Delorme murmurait les psaumes, les mains tremblantes. « Sire, vous avez encore le droit de vous taire. »« Non, répondit Charles, mon dernier droit, c'est de parler. » Le dernier matin. À 10h10, le carrosse s'arrêta. Les portes s'ouvrirent sur l'échafaud. Il y avait là des hommes en rouge, des tambours, des gendarmes, et la guillotine, dressée comme un autel noir. Charles descendit lentement. Il jeta un regard vers les Tuileries, si loin maintenant. Un des bourreaux s'approcha pour lui lier les mains. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-il, presque irrité. L'abbé s'approcha et lui souffla à l'oreille. « C'est le dernier outrage, sire. Le Christ aussi fut lié. » Charles tendit ses poignets. « Alors, je serai roi jusqu'au bout. » Les derniers mots. Gravissant les marches de bois, il se retourna vers la foule. Sa voix, étonnamment claire, brisa enfin le silence. « Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui m'ont condamné, et je prie Dieu pour que mon sang ne retombe pas sur la France. » À ce moment précis, les tambours retentirent. Ordre du commandant. Étouffer les paroles, étouffer l'humanité. La lame tomba à 10h22. Élise entend le bruit du silence. Dans sa cellule du temple, Élise sentit quelque chose en elle se briser. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes, juste ce vide, profond, irréversible. Ses enfants jouaient dans un coin, trop jeunes pour comprendre. Elle prit la main de son fils et lui dit simplement « Ton père est devenu une étoile, et nous allons apprendre à marcher sous son ciel. » Alexandre et la tâche infinie. Alexandre, témoin silencieux de l'exécution, quitta la place en titubant. Il se réfugia dans l'église Sainte-Marie, encore intacte malgré les persécutions. Là, dans la pénombre, il ouvrit son carnet. Il y écrivit tout, le verdict, le regard du roi, le silence de la foule.
Si je ne raconte pas, qui le fera? Qui lavera le nom de cet homme dans les siècles à venir? Mais plus que raconter, il se jura de protéger ce qu'il restait. Élise, les enfants, et la vérité. Camille et la tache du sang. Camille Delorme, cachée parmi la foule, vit la tête tomber. Elle avait espéré un miracle, un soulèvement, un empêchement. Mais non. Le peuple regardait et acceptait. Elle vit un homme ramasser un mouchoir, le tremper dans le sang. Pour la mémoire, dit-il. Pour la révolution. Camille comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais se considérer comme une révolutionnaire. Elle avait cru changer le monde. Elle venait de le voir saigner. Ce soir-là, elle retourna chez l'abbé Delorme. Elle lui tendit la lettre d'Élise que Charles n'avait jamais reçue. Il faut qu'elle sache. Tout. Même ma trahison. L'enterrement sans tombe. Le corps du roi fut jeté dans une fosse commune du cimetière de la Madeleine. Pas de cérémonie, pas de nom, juste de la chaux vive, l'effacement. Et pourtant, quelque chose resta, une rumeur, une mémoire, un souffle. Dans les jours suivants, des enfants jouaient à la République. Mais dans certains coins de Paris, à voix basse, on racontait « Il est mort comme un roi, et nous, que sommes-nous devenus ?» Le regard de l'histoire. Dans une chambre froide du temple, Élise traçait chaque jour une croix sur le mur. Chaque croix était un nom, son époux, son monde, ses illusions. Elle ne demandait plus la liberté, elle demandait à survivre, pour que ses enfants vivent, pour que peut-être un jour, quelqu'un raconte autrement leur histoire. Et dans un tiroir secret, elle conservait une mèche de cheveux, un anneau d'or et une lettre tachée d'encre « Je meurs en homme libre ». 2 ans ont passé depuis que la tête de Charles Auguste est tombée sur la place de la Révolution. 2 années de sang, de peur et de cris étouffés dans les caves de la terreur. Mais aujourd'hui, la France change de visage. Robespierre est mort, le vent a tourné. Et dans un bureau sombre du ministère de l'Intérieur, un accord secret est signé. Élise d'Autriche, veuve du roi défunt, ne sera pas exécutée. Elle sera échangée, contre 13 prisonniers politiques, contre des papiers compromettants, contre le silence. Le dernier regard. Le 18 décembre 1795, une calèche quitte Paris. À l'intérieur, Élise serre la main de sa fille unique, Thérèse, désormais orpheline de père et de frère. « Ne te retourne pas, lui dit-elle. Là-bas, ce n'est plus notre maison, c'est leur souvenir, et c'est trop lourd. » Mais Thérèse, à 17 ans, tourne tout de même la tête. Elle regarde les toits gris de la ville où elle a grandi. Elle voit le temple s'éloigner, et dans son cœur, elle jure. Un jour, on saura qui était mon père. L'exil en Autriche. À Vienne, la cour impériale accueille Élise et Thérèse comme des survivantes, pas comme des reines. Il n'y a pas de bal, pas de musique, seulement des chuchotements. Thérèse grandit entre 2 mondes, celui qu'on lui a volé et celui qui refuse de l'accepter. Elle apprend les langues, l'histoire, la politique. Mais ce qui l'anime vraiment, ce sont les lettres de son père, les récits d'Alexandre et les confidences de Camille, devenue, contre toute attente, la gouvernante silencieuse du destin royal. La dernière mission de Villeroy. Alexandre de Villeroy, quant à lui, vit caché dans une petite abbaye de Normandie. Là, parmi les pierres froides, il écrit. Jour et nuit. Il rédige les chroniques d'un royaume perdu, un manuscrit interdit, dangereux, mais sincère. Il y raconte tout. Les erreurs, les lâchetés, les trahisons, mais aussi la dignité. Avant de mourir, il envoie une seule copie à Thérèse, avec cette note « Ma chère princesse, que l'histoire vous juge, mais qu'elle ne vous oublie jamais. » Camille et la rédemption. Camille Delorme, devenue spectre de l'ancienne France, vit à Vienne dans un silence coupable. Elle sert Thérèse avec loyauté, mais elle ne sourit plus. Un soir d'hiver, Thérèse lui dit « Vous étiez là, n'est-ce pas, quand la lame est tombée ?»« Oui. » « Avez-vous crié ? » ?»« Non, je n'ai pas eu le courage. » Alors Thérèse pose une main sur la sienne. « Alors écrivez, pour ceux qui ne peuvent plus parler. » Camille, pour la première fois, pleure. Et cette nuit-là, elle commence son propre journal, non pas pour justifier, mais pour transmettre. Une reine sans couronne. Les années passent. Thérèse devient femme, belle, éduquée, fière. On lui propose des mariages, des alliances, mais elle refuse. Elle veut autre chose, pas le pouvoir, la justice. En 1814, lorsque la monarchie revient en France avec Louis, frère de Charles, c'est Thérèse qui prononce un discours au nom des morts. Qu'on n'élève pas de statue à mon père, mais qu'on enseigne à nos enfants ce que coûte la haine.
et ce que vaut l'honneur. L'épilogue, le lys repousse. Sur l'ancienne place de la Révolution, un homme âgé s'agenouille. Il dépose une fleur blanche, un lys. Personne ne le reconnaît. Mais dans ses yeux, il porte toute la mémoire d'un siècle. Il murmure « Tu es tombé, Charles, mais tu ne t'es pas effondré, et ton sang, malgré tout, n'a pas été vain. » Dans le silence de l'aube, la fleur ne tremble pas.